C'est parti. Alors, bonjour, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la journée professionnelle du Salon du Livre de Montréal. Mon nom est Félix Boudreau, je suis conseiller en développement collectif pour la coopérative Niska. On travaille en développement collectif, c'est-à-dire qu'on accompagne des groupes dans des processus de prise de décision, souvent dans des problèmes assez complexes. Et on a eu la chance, au cours de la dernière année, d'accompagner l'AQSL et les membres des Salons du Livre dans un processus de positionnement stratégique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un processus de positionnement stratégique? C'est une réflexion sur la place que doivent occuper les Salons du Livre dans leur écosystème et comment doit se faire leur relation également avec leurs partenaires. Au cours de l'année, on a eu plusieurs rencontres avec différents groupes, des membres de différents groupes partenaires, donc autant des éditeurs, des distributeurs, des auteurs, des libraires, et ça nous a amené énormément d'informations qui ont ensuite été analysées par les Salons du Livre lors d'une journée de travail. Et ils en sont arrivés à quelques conclusions. Le travail n'est pas final encore, hein, donc le contenu de ces discussions-là pourra vous être pourra vous être rendu public plus tard. Mais pour l'instant, on va travailler aujourd'hui sur les résultats de la réflexion. Donc, suite à cette analyse-là, les Salons du Livre sont arrivés à ce qu'on appelle une proposition de valeur. Une proposition de valeur, pour celles et ceux qui ont déjà fait un plan d'affaires, vous connaissez le jargon. Pour les autres, c'est simplement une réflexion sur ce qu'offrent les salons à leurs clients, à leurs partenaires. Mais au-delà d'un simple produit, c'est aussi une offre plus globale. Donc, qu'est-ce qu'ils offrent en termes de valeur? Qu'est-ce qu'ils créent en termes de valeur pour leurs partenaires? Et c'est ce qu'on va vous présenter très bientôt. Et c'est là-dessus que va porter la discussion aujourd'hui. Le panel aujourd'hui se veut très, très ouvert, donc c'est vraiment une discussion beaucoup plus qu'un panel dirigé. L'objectif est d'entrer en contact avec cette matière-là, de jouer avec, de voir, bon, qu'est-ce que ça nous dit, nous, dans le milieu du livre, cette nouvelle proposition de valeur-là des Salons du Livre. Pour le faire, ce panel, on est bien chanceux d'accueillir avec nous des personnes incroyables avec beaucoup de choses à dire sur les Salons du Livre. Donc, je vous les présente. Tout d'abord, Madame Nadine Perrault, qui est directrice générale de D-Media et qui est également membre du conseil d'administration de l'ADELPH, où elle préside le comité des Salons du Livre. Petite main d'applaudissement pour les gens dans la salle. Ah, c'est tellement mieux. On a Mme Élodie Comtois, qui est éditrice aux éditions Éco-Société et qui est également présidente du comité promotion du livre de l'Association nationale des éditeurs de livres. Bonjour. On a Pierre-Yves Villeneuve, qui est écrivain, qui est l'auteur de la très populaire série Gamer. Et on a M. Billy Robinson, libraire et chroniqueur littéraire. Normalement, c'est lui qui anime à peu près toutes les activités comme ça, mais là, c'est moi qui ai la chance de l'animer. Alors, M. Billy Robinson. Merci. Et maintenant, des Salons du Livre, on va avoir 3 intervenants des salons qui vont venir avoir des conversations parce que ça sera plus que des questions, hein, plus qu'une simple question où tout le monde répond. On veut avoir une conversation. Donc, qui vont amener les conversations. On a la chance d'avoir M. Daniel Gélina, le directeur général du Salon du Livre international de Québec. On a également M. Robin Doucet, le directeur général du Salon du Livre de Rimouski. Et finalement, quelqu'un qui est généralement un peu plus dans l'ombre, mais que vous allez rencontrer, avoir le plaisir de rencontrer, Mme Marie-Ève Francoeur, qui est agente de développement de l'Association québécoise des Salons du Livre, l'AQSL. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Daniel, qui va vous présenter finalement cette proposition de valeur et poser la première question. Alors, bon panel. Merci, Félix. Bonjour tout le monde. On est très content d'être là aujourd'hui au nom des salons. En fait, je vais parler plus au nom des salons en général parce qu'on a eu beaucoup de discussions entre nous depuis les 2 dernières années. Peut-être juste pour faire une petite histoire, pour mettre en contexte, c'est que la pandémie, les 2 dernières années, ont amené les salons à expérimenter toutes sortes de choses pour réussir à mettre en valeur le livre. Donc, on s'est un peu éclaté. En fait, les salons se sont beaucoup éclatés dans toutes sortes de choses. Évidemment, le virtuel a été un élément très important dans les salons, mais aussi l'éclatement dans les villes, l'éclatement dans les librairies. Donc, toutes sortes d'expérimentations qui ont permis aux salons de demeurer en vie. Le petit effet de ça, c'est est-ce qu'on était un peu en train de s'écarter de la mission de base que sont les salons?
et pour arriver, essayer de se recentrer un peu plus sur ce que doit être un salon et ce qu'un salon devrait être dans les prochaines années. On a évidemment fait une démarche de réflexion stratégique avec Niska et Félix, qui nous a amenés à aller chercher aussi, parce que dans le besoin qu'on avait de se recentrer, on avait besoin aussi beaucoup d'avoir l'avis de l'industrie, des bailleurs de fonds, de toutes les parties prenantes des salons, pour obtenir vraiment leur point de vue, leurs commentaires, ce qu'ils pensent de nous, ce que nous, on pense d'eux. Bref, toute cette collection d'informations-là qui a été accumulée par Niska nous a permis de nous amener à quelque part. Et ce quelque part-là, je suis assez fier de le dire aujourd'hui parce que c'est la première fois qu'on présente le résultat de cette réflexion-là. Puis je pense qu'elle est importante pour toutes nos parties prenantes, en fait, pour les bailleurs de fonds, pour l'industrie, pour les distributeurs, de savoir où est-ce qu'on niche. Parce que aussi, en s'écartant dans nos expérimentations, on a aussi compris qu'on pouvait rentrer en concurrence dans certains grands centres, comme Montréal et Québec, à tout le moins, de rentrer en concurrence avec d'autres événements littéraires qui sont plus des événements de festivals littéraires. Puis on s'est dit, nous, on n'est pas ça, on ne doit pas rentrer en concurrence avec ces gens-là. Donc, toute cette information-là nous a amenés à quelque part, puis c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que vous avez sur l'écran. C'est vraiment de circonscrire la personnalité des salons à travers toute l'industrie. Et elle repose sur 3 piliers très, très importants qui définissent, en fait, la personnalité des salons. D'abord, évidemment, ce qui est primordial, c'est la commercialisation du livre, c'est-à-dire le fait de vendre des livres, d'être un point d'ancrage, de commercialisation, de non seulement vendre des livres pendant le salon, mais aussi de créer une vague de vente à travers la région où on est, dans les librairies, etc. Donc ça, c'est très important. Le deuxième élément, évidemment, c'est la promotion et la mise en valeur du livre. Et ça fait référence beaucoup aux programmations qu'on propose dans les salons. Ça passe à travers ça. C'est-à-dire les auteurs qui font des entrevues, les tables rondes, toutes sortes de projets différents, musique, littérature, qui font en sorte qu'on met en valeur le livre. Et ça, évidemment, c'est une façon très importante de le faire. Et le troisième élément, le troisième pilier, évidemment, puis je pense qu'Olivier en a beaucoup parlé hier à sa conférence de presse, d'ailleurs, qui a thématisé le salon sur la notion de rencontre. La rencontre entre un public et les artisans, les auteurs, etc., c'est un moment privilégié que les gens vivent quand ils viennent dans un salon. Et de circonscrire aussi un salon dans le temps, aussi, ça, c'est un élément important qui relie aussi ces 3 éléments, ces 3 piliers-là. Alors, nous, on est vraiment... puis je pense qu'il n'y a rien qui ressemble à ça dans l'univers de la chaîne du livre. Puis on ne fait pas concurrence non plus à des événements littéraires dans nos régions pour ceux qui en ont, mais qu'on a une assise très claire sur ce qu'on est et ce qu'on veut faire dans les prochaines années. À quelque part, vous allez me dire que ça ressemble un peu à ce que c'était. Mais je pense que l'idée de faire cet exercice-là pour nous ramener à quelque chose qui est notre vraie réalité et la raison d'être des salons, bien, si ça revient à ça, bien, c'est parfait parce qu'il y a une logique à travers ça. Puis je pense que vous allez vous retrouver. En tout cas, les gens de l'industrie devraient se retrouver dans ces valeurs-là. Ça, c'est pour ça. Maintenant, on m'a demandé de poser une question. Alors, je vais y aller. En fait, peut-être en prémisse à cette question-là, c'est qu'on sait que l'industrie, d'ailleurs, la ministre en a parlé hier, l'industrie du livre a eu 2 années de pandémie très fructueuses en termes de vente de livres. Il y a eu des augmentations. On a compris, nous, comme salon, que l'industrie avait bien été. Donc, les livres se sont vendus quand même sans nous. Même, bien, je veux dire, c'est pas vraiment sans nous, parce qu'il y a quand même une initiative, mais sans salon réel, en présence. Et ma question, c'est de dire, est-ce que, puis je m'adresse peut-être à Nadine directement en partant, est-ce que les salons sont toujours une nécessité pour l'industrie du livre, dans la chaîne du livre? On sait que la pandémie, c'est un moment particulier de vente, peut-être, puis que ça ne reviendra pas, mais est-ce que les salons demeurent toujours un levier dans la commercialisation et la mise en valeur du livre? Oui. Bien, première des choses, je dirais les salons, c'est une chose, c'est très grand. Je pense que chacun des salons a son existence et sa raison d'être propre. Donc, je ne pense pas qu'on peut répondre à cette question-là de façon aussi large. Et bien que les ventes ont été très, très bonnes en pandémie, on sait que les salons, souvent, c'est un complément
à la librairie. C'est pas toujours les mêmes gens qui vont aller en librairie qui vont aller en salon. On sait que, par exemple, pendant plusieurs années, il y a eu beaucoup de fonds qui s'est vendus en salon alors qu'il y en avait un petit peu moins en librairie. Donc, et les salons nous amènent aussi à détecter, je dirais, des ventes qui vont se faire par la suite parce qu'on ne les avait pas vues venir. Donc, le contact avec les gens où on peut voir que non, ça n'a peut-être pas fonctionné en librairie, mais il y a un potentiel salon. Donc, je pense que certains livres ont des ventes qui vont se faire et qui ont besoin d'une carrière qui est à côté du marché qu'on connaît. Donc, oui, certainement, il y a une place pour la commercialisation des livres dans les salons. J'enchaîne, c'est ça. Ben, oui, évidemment, la nécessité des salons est toujours forte. C'est toujours un levier pour les éditeurs. Moi, je dirais 2 choses sur cette question-là. Pendant la pandémie, quand même, pour les éditeurs, l'absence des salons a donné un gros coup sur le fond des éditeurs. Parce que le moment du Salon du Livre, c'est un moment pour présenter le fond d'une toute autre façon que c'est fait en librairie. Parce qu'en librairie, on a un rayon, je parle pour les sciences humaines, on a un rayon sciences humaines, on a un rayon jeunesse, puis il y a du fond là-dedans, mais qui est évidemment réparti par thématique. Là, les éditeurs ont l'espace pour montrer l'ensemble de leur catalogue et de montrer la cohérence éditoriale et de montrer la diversité de ce qu'ils ont produit depuis plusieurs années. Donc, il y a une responsabilité pour moi des éditeurs d'apporter leur fonds en Salon du Livre, de montrer au public ce qu'ils ont produit. Et le public, il est au rendez-vous. Moi, ça fait quand même plus de 15 ans là, que je fais des salons puis que j'apporte mon fonds toujours et des ventes à un exemplaire. J'en ai des tonnes. Mais 1 + 1 + 1 + 1, à un moment donné, ça fait en effet son effet. Donc oui, ça répond à un enjeu de commercialisation. Par ailleurs, ce que je dirais aussi d'important sur la commercialisation, c'est la rencontre professionnelle dans la région. C'est-à-dire un salon a un rôle de dynamiser une région pour le public, mais aussi pour l'ensemble des professionnels, qu'on pense aux libraires, aux bibliothécaires, aux médiateurs culturels X ou Y qui peuvent exister dans la région et qui puissent rencontrer les éditeurs qui viennent sur place. C'est l'occasion, on se déplace, puis qu'on puisse avoir un espace pour parler de nos livres qui viennent de sortir, de notre fonds. Donc, d'avoir ce moment de rencontre-là, moi, je pense que ça serait peut-être une leçon là, pour la suite, là, si on veut penser aux améliorations pour la suite. Puis, évidemment, vous avez parlé du fait que vous avez vous avez rejoint aussi plus de monde avec la pandémie en ligne. Il y a eu tout cet enjeu-là des distances qui changent. Je pense que Robin va nous en parler. Mais c'est sûr que ça aussi, pour nous, il faut qu'on arrive à réfléchir à comment exploiter ça intelligemment avec le public pour parler de nos livres qui viennent de sortir, mais aussi, encore une fois, des titres plus anciens, mais qui continuent à vivre, à avoir une existence. Je m'arrête là. Au niveau de la pertinence et de la nécessité des salons, c'est sûr qu'à 100 % on a besoin des salons. Et malgré l'augmentation des ventes, ça nous a surpris là, comme écrivains, que les écrivains et les écrivaines qui en ont eu, parce que c'est pas tout le monde qui a bénéficié d'augmentation de ventes. On va toujours choisir des salons du livre plutôt qu'une pandémie qui fait augmenter nos ventes. Parce que les salons, c'est des occasions de rencontrer les lecteurs. C'est l'occasion d'avoir un premier écho sur le travail qu'on fait. Rester chez nous et écrire pendant un an et demi, c'est pas toujours super le fun. C'est extrêmement solitaire. Hier, première chose qu'on voulait faire en rencontrant nos collègues, nos amis, les gens chez les éditeurs, c'est de se toucher parce que ça faisait trop longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et là, c'est un peu la même chose avec les lecteurs qu'on voit. Ils viennent nous voir, même s'ils n'achètent pas nécessairement les livres parce qu'ils l'ont déjà, parce qu'ils vont le prendre plus tard, parce qu'ils veulent juste découvrir. L'importance du salon, c'est la rencontre, c'est la découverte. Le salon, ça a toujours été un moteur pour faire la promotion de nos livres, donc d'accrocher littéralement les lecteurs, de dire « j'ai quelque chose pour toi, je vais t'en parler ». Et il n'y a pas une pub qui va le faire aussi bien que l'auteur qui va défendre son livre. Quand j'ai commencé ma série il y a 5 ans, il y a un lecteur qui m'a regardé avec mon livre entre les mains, qui a fait « non, ça ne m'intéresse pas », puis qui l'a déposé, puis qui est parti. Mais sinon, le taux de retour, quand on leur parle, quand on est animé par nos livres,
c'est excellent. Beaucoup plus qu'une publicité, puis on le savait depuis toujours, une publicité passée dans le journal pendant le Salon du livre, c'était plus pour flatter l'ego d'un auteur que pour vraiment avoir des ventes. Donc, est-ce qu'on veut des salons? Oui. Est-ce que c'est pertinent absolument à 100 on veut être là, puis les auteurs, on est excités d'être là présentement. Là. Donc, malgré le masque, malgré la distance, c'est un absolu nécessaire. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre-Yves et avec Nadine aussi. En fait, la relation des librairies en tant que libraire, la relation des librairies avec les salons, ça peut souvent paraître un peu en conflit. On a souvent l'impression que les ventes se passent seulement au salon et ne se passent pas en librairie, ce qui n'est plus le cas. Ça a peut-être été le cas il y a quelques années. Je me souviens, à une époque, moi, je commençais comme libraire, j'étais à Québec et c'était un peu sensiblement ça, les week-ends du salon. Il n'y avait plus personne dans les librairies. Heureusement, tout ceci a changé et je salue, entre autres, les initiatives là, des salons, entre autres de Montréal, qui proposent maintenant des événements en librairie un peu partout dans la ville, même dans d'autres endroits. Alors, je pense que la vitrine qu'offrent les salons est importante. Et pour la commercialisation, bien sûr, on en parlait aussi, le fonds, c'est quelque chose qui est valorisé maintenant encore plus. Et les salons permettent ça. Et la pandémie a permis justement de se réapproprier ce fonds-là. Ça nous permettait d'avoir une vitrine avec les ventes en ligne de tout ce qui était disponible, en fait. Les gens ont comme réalisé qu'il y avait autre chose que les dernières nouveautés. Et nous, en tant que libraire, c'est souvent ce qu'on fait. Souvent, les gens, lorsqu'ils viennent en librairie, en tout cas, moi, dans mon cas, on vient pour la nouveauté, mais souvent, je vais parler de quelque chose d'autre, de Pierre-Yves. Je vais lui parler de ses autres livres qu'il a fait aussi avant. Et donc, c'est important que le salon permette ça aussi, là, ces rencontres-là et sa nécessité en tant que dans l'écosystème là, du livre. C'est intéressant parce que déjà, on parle de commercialisation, mais vous nommez déjà la rencontre, vous nommez déjà la promotion de la lecture puis du livre. Donc, tu sais, les trois sphères qu'on vous a présentées qui sont vraiment interreliées. Déjà, dans la première question, on voit que c'est dur de les diviser quand même. Oui, j'ajouterais justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Billy, l'importance de décloisonner le salon vers les librairies. Et ça fait longtemps que le milieu, que les éditeurs, on le dit, il faut que les libraires soient partenaires des salons, mais vraiment à part entière. Les librairies sont arrivées avec les prescriptions littéraires de plus en plus dans le salon. Mais là, moi aussi, je salue vraiment la programmation du Salon du livre de Montréal qui a fait une programmation en ville. Je parlais de dynamiser une région, mais c'est l'idée, c'est que un salon, il fasse vibrer la ville, la région. Donc, c'est extrêmement important. Et encore, évidemment, c'est imbriqué, la promotion de la lecture et la programmation, la commercialisation, bien, elle va se faire aussi si on a une programmation littéraire pertinente, riche, intéressante, avec des intervenants qui sont outillés pour interroger les auteurs, donner envie au public de découvrir du texte, en fait. Et ça doit être intrinsèque, d'après moi, au salon, d'avoir une programmation riche, vraiment et intéressante, qui va faire vibrer les gens. Et là, encore une fois, le salon dans la ville, ça permet cette diversité-là. Donc, c'est imbriqué avec les autres piliers de votre étude. Oui, juste une petite question supplémentaire. En fait, la question que je me pose, parce que c'est une question qui s'adresse plus à l'industrie, ça n'a rien à voir avec le public ou autre, mais est-ce qu'actuellement, dans l'industrie du livre, celles qui viennent, en fait, les éditeurs, les distributeurs qui viennent dans les salons, est-ce que le rendement des coûts associés à aller dans les salons est conséquente par rapport à ce que vous vous attendez des salons? Peut-être la question est assez large, mais est quand même importante, compte tenu du fait que dans les salons, ça représente quand même, dans certains cas, puis chez nous, à peu près 50 % de nos revenus. Et donc, si on veut donner l'espace à la programmation qu'on veut qu'on livre par rapport
à la rencontre qu'on veut créer, cet aspect de fusion entre les intérêts de chacun est immensément importante, soit celle des vôtres avec celle des salons. Bien, moi, je pense pour ce qui est du rendement par rapport au coût, là, c'est vraiment une question, est-ce que c'est seulement les ventes ou justement ce qu'il a dit va dire, c'est qu'un éditeur se dit, bon, ben c'est un acte de promotion, c'est une chose, et ça me permet d'aller vraiment découvrir, d'aller à la rencontre, de proposer l'ensemble du catalogue, c'est une valeur ajoutée, donc qui est monnayable. Est-ce que les frais sont importants? Oui, ils sont. On en a parlé quelques fois, Daniel. Les frais en salon du livre sont très gros. C'est difficile pour un éditeur de petite taille qui débute d'arriver à avoir une présence et d'arriver... Si on pense que les salons, c'est à quelque part la découvrabilité, bien, pour des petites entités, ça devient complexe. En même temps, pour des très grandes, bien, c'est des très grands coûts. Donc, oui, c'est des événements qui coûtent cher pour les éditeurs, pour l'ensemble du milieu. Ça, je pense que c'est clair. J'ajouterais, pour répondre à votre question, que nous, comme plus petits éditeurs, maintenant je dirais un peu plus moyens, notre ligne, ça a toujours été, on veut essayer de ne pas perdre d'argent. Donc, et c'est une vitrine, c'est une pub, comme l'a dit Pierre-Yves. C'est ça. C'est comme ça, toujours comme ça qu'on l'a vu. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à rentrer dans ses frais, mais c'est une vitrine. C'est ça le principe de base, nous, qu'on a toujours suivi. Après, pour les plus petits, en effet, il y a forcément des moments où peut-être tu en perds un petit peu, mais l'important, c'est la rencontre et de se faire découvrir. Bien, même pour les auteurs. Oui. Il y a des maisons qui vont supporter les auteurs, qui vont défrayer les coûts, défrayer le logement, offrir un per diem. Il y a d'autres auteurs qui n'ont pas cette chance-là, qui sont dans des maisons qui n'ont pas les moyens de le faire, qui doivent donc payer leur déplacement, payer leur chambre d'hôtel, leur nourriture, et leurs ventes ne vont jamais couvrir les coûts de cette fin de semaine-là. Par contre, donc sur le coût, c'est certain qu'ils sont déficitaires. Mais sur le long terme, le salon est une roue dans la vie du livre. Donc, c'est un coût qu'on donne pour le faire connaître. Puis, on le sait, peu importe que ce soit de jeunesse ou de l'adulte, l'impact peut se faire sentir après. Donc, oui, sur le coup, on peut voir tester un livre. La nouveauté est là, on va avoir une belle file de monde. Ou encore, bien, le livre est sorti un mois plus tôt. Tout le monde l'a acheté, c'est une série. Les ventes se sont faites en librairie, puis en salon, bien, ils viennent juste le faire dédicacer, mais ce n'est pas des ventes directes. Mais après coup, on en a parlé, on le fait connaître, les autres le voient, on en discute, les lecteurs en discutent. Donc, la répercussion peut se faire sentir sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, faut jamais... Si on fait juste le calcul de la balance, bien, tout le monde est perdant parce que ça coûte extrêmement cher. Mais si on regarde sur le long terme, c'est là où on devient gagnant. On ne peut pas le voir autrement, sinon on va juste rester chez nous. Puis, ça ramène à l'idée, là, on a eu beaucoup de commentaires pendant qu'on faisait les ateliers participatifs sur la traçabilité des ventes aussi, surtout pendant le temps de pandémie. Donc, c'est de voir, est-ce qu'on trace seulement les ventes ou on trace aussi, bon, ce que ça peut amener comme au niveau de la promotion, puis on met une valeur à ça, puis on la calcule aussi. Donc, quand même, des questions intéressantes. Mais pour poursuivre, je vais donner la parole à Robin Doucet, qui va poser notre deuxième question pour le panel. D'accord. Alors, le mandat premier d'un salon du livre, c'est de promouvoir le livre et la lecture sur son territoire. On le fait en organisant des activités littéraires. Des fois, c'est initié par le salon. Souvent, c'est une collaboration avec des organismes de nos régions pour produire des activités littéraires. Mais la principale activité qu'on doit organiser, c'est le salon du livre. Et le fait que je suis là depuis longtemps, j'ai commencé en 1996 avec un premier salon du livre comme directeur. Et donc, 26 ans plus tard, je peux vous dire que les salons du livre, c'est pas statique. C'est un événement qui est en évolution. Et la pandémie, et on s'est toujours questionné, nous, les DG, lorsqu'on se rencontre en réunion, sur l'évolution qu'on peut, ou des changements qu'on pourrait apporter dans nos événements. La pandémie, là, ça nous a forcé à sortir de
de notre zone de confort et d'organiser différemment la production visant toujours en rapport avec notre mandat qui est de promouvoir le livre et la lecture. Donc, l'occasion était belle pour faire des expériences. Et parmi ces expériences-là, particulièrement en 2020, on a travaillé en virtuel. Ça nous a permis de constater, entre autres, qu'on pouvait rejoindre des clientèles très, très, très éloignées, des clientèles qui ne pouvaient pas venir disons, en présentiel dans un salon du livre parce que, bon, dans une région comme la nôtre, si vous partez de Gaspé pour aller à Rimouski, c'est presque la même distance que Rimouski-Montréal. Donc, ça ne se fait pas. Mais de façon virtuelle, on a été capable de rentrer dans des classes avec des animateurs, des auteurs jeunesse et rencontrer les jeunes, leur parler de livres et de lecture. Il y a eu une autre clientèle aussi qu'on a pu rejoindre, c'est celle particulièrement les gens âgés, enfin les gens qui ont une difficulté de déplacement vers le Salon du Livre. Donc, on a été capable d'aller dans des maisons d'hébergement de façon virtuelle et présenter des animations à ces gens-là. Maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, ou ces temps-ci, c'est comment le virtuel pourrait, disons, modifier, peut-être même affecter la relation entre les auteurs et les lecteurs. On a vécu, disons, sur un plan personnel, au Salon du Livre de Rimouski, on a vécu l'année 2020 complètement en virtuel. À la blague, je disais, c'est pas normal pour moi de sortir d'un salon du livre et d'être en forme. D'habitude, je sors d'un salon du livre et je suis à genoux, fatigué. Et j'avais hâte de revivre ça. Et on a eu de la chance cette année. On a fait un salon en présentiel, un salon modifié, adapté. Mais je peux vous dire que, en fait, ce que je retiens de ce salon-là, c'est la joie de la rencontre qui était possible à nouveau, même si on portait des masques. Enfin, on était capable d'échanger. Et aussi, j'ajoute que, parce que j'en ai parlé tout à l'heure dans une pré-rencontre, je vais citer un auteur qui est aussi un professeur, qui s'appelle Moustapha Fahmy, qui disait je donne toujours le même cours. Par contre, quand je suis devant une classe, par rapport à la réaction que la classe va avoir, je vais modifier mon cours. Et si je le fais en virtuel, bien, il n'y a pas de modification qui est apportée à mon cours, donc je ne sens pas la réaction de la classe. Donc, mon cours, il est toujours donné de la même manière. Donc, la question qu'on se pose actuellement, c'est qu'est-ce que vous imaginez dans le futur concernant l'utilisation du virtuel à l'occasion d'un salon? Parce qu'il y a des avantages, il y a sûrement des inconvénients, mais nous, on est prêt à composer avec ça. Absolument. Tout le monde nous a parlé de formule hybride, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une formule hybride? Bien, si je peux m'avancer, il y a quelques années, avant la pandémie, je suis allé faire la tournée jeunesse à Sept-Îles, au Salon de Sept-Îles. J'étais parti d'Edmundston en plus juste avant, puis en me rendant, donc, je fais des arrêts, des écoles, je suis booké chaque jour, tout est tout est organisé par le salon. Et j'ai d'autres rencontres, même après le salon, toujours en physique. Puis au salon, ils me disent, t'en as une autre, c'est dans la petite salle ici, parce qu'on a une école dans une ville à, je ne sais pas combien de centaines de kilomètres, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route qui se rend là-bas. Il faut y aller en avion. Donc, naturellement, bien, les élèves ne peuvent pas se déplacer. On fait ça sur un grand écran. C'est par Skype. C'est pas la techno, à ce moment-là, 2017, là, c'est vraiment loin. C'est pas comme ici. C'est pas comme ici. C'est pas de Zoom, c'est pas Teams. Et j'ai un écran, donc c'est un peu bancal, sauf que ça m'a permis de rejoindre des gens qui étaient extrêmement loin, de leur parler de mon œuvre. C'est la seule expérience avant 2020 en virtuel. Et là, on saute plusieurs années, on arrive à justement cette période pandémique où tout s'est transformé. Et là, naturellement, on a sauté sur l'occasion. La technologie s'est transformée, on a pu rejoindre les gens, on a fait des salons en virtuel qui n'ont pas eu le même impact qu'un salon en présentiel. On a fait plein de choses, on a fait des quiz, des jeux, des rencontres virtuelles. Puis on sentait qu'il y avait un intérêt, mais
mon éditeur, entre autres, en avait fait un pendant Québec. On avait fait des jeux entre auteurs. Et l'impact direct sur le lecteur n'avait pas été là. Mais par contre, ce que ça nous permet, puis je reviens à mon expérience de 2017, moi, cette année, en fait, je me suis fait contacter, j'ai donné des animations en Turquie, au Turkménistan, puis en Azerbaïdjan, parce que la technologie le permettait. Donc, la formule qu'on veut, ça reste quelque chose de physique, mais le plus qu'on va aller chercher, bien, comme pour la rencontre qu'on a présentement, c'est de l'offrir à une clientèle qui n'est pas présente. Donc, on ne veut pas avoir du 100% virtuel, 100% du virtuel de A à Z, on va mourir tout le monde. Ma blonde est prof de cégep, elle a donné des cours, elle a dû adapter ses cours parce que, justement, les jeunes ferment leur caméra, parce qu'on n'a pas l'interaction. J'en ai fait des animations dans des classes. Et effectivement, je le sens pas. J'ai pas d'élèves tannants, j'ai pas de discipline à faire, mais je parle à une caméra, puis personne ne rit de mes blagues. Donc, c'est soit ils sont pas drôles ou parce que je me fais même pas rire, mais la réalité, c'est qu'on veut des rencontres physiques. J'ai une école qui m'a appelé l'an dernier qui m'a dit on veut t'avoir. Je dis parfait, on va le faire en virtuel, ça va être plus simple. Il dit non. Si nos élèves sont plus capables, on veut t'avoir chez nous. Je dis, bien, là, on est limité, le nombre de classes. Ça va être 2 jours. C'est pas de trouble, peu importe. Tu viens. C'est un cadeau qu'on fait à nos gens. Fait que, même chose, le salon, cette rencontre-là, elle est nécessaire. Puis parce que on a une relation avec nos lecteurs. Je me suis fait écrire un père hier qui m'a écrit parce que son enfant n'avait pas pu me rencontrer, conflit d'horaire, ou je sais pas, j'étais parti trop tôt. Et j'ai dit, bien, j'ai tout le salon, là, je vais être là, tous les jours, je suis là. Et c'est super, là, mon enfant est joyeux, il est en train de sourire, on va s'organiser, on vient le voir. Donc, c'est cette rencontre-là, ce lien-là, qu'on ne peut pas avoir autrement. Mais ça me questionne parce que tantôt, on parlait des coûts importants que ça peut représenter quand même pour un éditeur. Il y a des auteurs aussi pour qui ça représente des coûts. Est-ce que pour des salons qui sont en région, puis pour des plus petits éditeurs ou des auteurs un peu moins connus, est-ce que ça risque pas d'avoir un effet pervers? On va avoir beaucoup d'auteurs qui, plutôt que d'être dépêchés en présence dans les salons, on va dire, bien, pour le salon de région qui est plus loin, bien, tu vas être en virtuel. Est-ce que ça, c'est un enjeu? Mais c'est le risque qu'il faut absolument éviter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les régions éloignées subissent le fait que la technologie vienne les isoler davantage. Il faut que la technologie soit un plus, mais que le présentiel reste. Absolument. Puis, je n'ai pas la réponse à la question de Robin, dans la mesure où la formule hybride, je pense qu'il va falloir qu'on l'invente ensemble, puis il va falloir qu'on travaille ensemble entre salons, éditeurs, libraires. On a encore du pain sur la planche, je pense, en fait, comme partenaire du livre, de la chaîne du livre, parce que nous, comme éditeurs, on a besoin que vous soyez à l'écoute, comme salon, de nos réalités. On a besoin que vous sachiez ce que ça signifie pour nous, se déplacer, mais aussi penser du virtuel. Mais le virtuel, il faut qu'il soit fait intelligemment, comme un plus, encore une fois. Et on a aussi le risque, c'est pour les auteurs, mais aussi pour les éditeurs, de se dire « Oh, bah, c'est en virtuel, je n'ai pas besoin d'y aller. » Ben, à un moment donné, il faut aller à la rencontre des gens de la région. On a parlé de dynamiser une région. Ben, c'est sûr que pour un Montréalais, c'est plus facile d'aller à Trois-Rivières que sur la Côte-Nord. Mais ben, il faut quand même se forcer à dire ben, « Je vais envoyer un auteur cette année à la Côte-Nord. » Ça ne sera peut-être pas l'année prochaine ou peut-être dans 2 ans, mais... Pour nous, je pense qu'il y a vraiment à devoir. Puis là-dessus, ben, il faut que les bailleurs de fonds, les institutions culturelles accompagnent les salons et les éditeurs et les libraires, en tout cas l'ensemble de la chaîne du livre là-dedans. Mais faut vraiment faire attention. Je pense qu'on a là un moment charnière, en fait. C'est-à-dire qu'on a connu le virtuel, on veut de l'hybride, mais il faut le penser ensemble, mais au profit du lectorat, de l'accès au livre. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le virtuel, c'est un moyen d'atteindre un certain nombre d'objectifs, mais pas une fin en soi? Parce que ce qui est arrivé dans l'année, les 2 années, c'est qu'à un moment donné, le virtuel est devenu comme la patente qui est la fin. Mais moi, si on a à le réutiliser, à mon humble avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
c'est de l'utiliser pour atteindre des objectifs très spécifiques, comme des gens qui sont très, très éloignés, ou si tu veux aller chercher une clientèle qui n'est pas dans ta région, ou pour vraiment des événements très particuliers, pour ne pas en faire l'élément comme la panacée qu'on va utiliser maintenant parce que c'est facile, parce qu'on peut le faire, etc., etc. Mais nonobstant, il y a des coûts. Si tu veux faire quelque chose de qualité, on le sait ce que ça coûte. Donc moi, je pense que c'est comme ça qu'on l'a vu, en tout cas, en termes de salon. Nous, on l'a réfléchi en disant, oui, le virtuel, on va l'utiliser, mais il faut que ça réponde à des objectifs très précis et non pas comme une fin en soi. Pardon, j'ai Vas-y, encore vas-y. une idée à vous ajouter. Désolée, je parle beaucoup, mais c'est que ce que j'ai vu pendant la pandémie avec le confinement, c'est des événements qui parfois se sont adaptés sur la longueur quand c'était seulement en virtuel. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'avais l'impression que les salons, on était encore coincés sur le 4 jours parce qu'on a l'habitude du présentiel. Mais je pense au RIDM, par exemple, des Rencontres internationales du documentaire de Montréal, qui ont fait une programmation sur 1 mois et demi, je pense. Parce que c'est vrai que comme public, on est tout le temps sur nos écrans liés au travail. Donc, en plus, retourner pendant toute une fin de semaine avec une programmation back-à-back comme ça, là, tout le temps des activités, on n'y va pas en ligne. Donc, s'il y a à penser une formule hybride, d'après moi, le virtuel doit s'étendre dans le temps aussi. C'est-à-dire de ne pas forcément rester sur les 4 jours, mais profiter du virtuel pour, encore une fois, décloisonner et penser la programmation sur plus longtemps qu'une fin de semaine. Il nous reste quelques minutes pour cette question-là, donc je prendrais peut-être Billy et Nadine, si vous voulez répondre. Oui, bien moi, je pense qu'il faut faire attention aussi au virtuel, que ça ne soit pas le lieu où on accueillera des auteurs qui sont moins connus, moins importants. Il faut vraiment être extrêmement vigilant. On le sait, le virtuel, par rapport à la traçabilité des ventes et tout ça, il y a quelque chose qui était très peu clair. Et c'est pour justement vouloir aller devant un écran, il faut vraiment que l'activité qu'on offre soit extrêmement un plus par rapport à dire, bon, oui, c'est quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, mais il ne faut pas que ça soit un pis-aller. Bon, ben tu ne peux pas être au salon, donc je vais te mettre un événement virtuel. Il faut être faire très attention à ça, je pense. Oui. Merci. C'est un peu mon chapeau chroniqueur là, qui va prendre la relève, là, mais nous, pendant la pandémie, j'ai beaucoup de mes collègues qui ont fait des podcasts, qui ont fait des trucs virtuels justement pour étirer la promotion du livre. Et ça, on voyait que ça fonctionnait beaucoup plus que, comme il le disait, un week-end, parce que là, back-à-back, on avait plein de rencontres. L'année passée, si je prends le Salon du livre de Montréal, l'impact des événements virtuels, on ne l'a pas très senti en librairie. Les gens, nous, on savait qu'il y avait tel événement. On se disait, bon, on va surveiller aujourd'hui. Il y avait une entrevue avec une auteure, puis, mais on ne voyait pas l'impact. Donc, je pense que le virtuel, il est là. Moi, j'aime l'idée, là, justement, que les gens, cette semaine, on a reçu Larry Tremblay et Nicolas Giguère à la librairie. Et j'ai des gens qui m'ont écrit le lendemain et m'ont demandé, est-ce que c'est disponible? Je l'ai raté, je n'ai pas pu me déplacer. Est-ce que c'est disponible? Donc, je pense que les gens s'attendent aussi déjà à ça. Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut réfléchir. Donc, c'était un peu désolant de dire, ben non, on n'avait pas l'équipement pour ça, mais je pense que c'est dans l'imaginaire des gens, ça existe. Mais je pense que l'impact en personne est différent aussi. Le virtuel, c'est un outil qui peut être un plus. Donc, pour inviter quelqu'un qui est vraiment trop loin pour un événement, donc c'est un bonus qu'on ajoute, ou encore pour la diffusion, donc d'avoir un événement qui peut sortir de la région à peu de coûts. Donc, quand il y a des rencontres qui sont intéressantes dans des salons hors de notre région, bien, ça nous permet de se connecter et d'aller voir l'événement, la table ronde sur la littérature autochtone qui se donne à Ottawa alors qu'on est à Trois-Rivières. Donc, pour moi, c'est vraiment juste la plus-value. Merci. Je vais passer la parole à Marie-Ève Francoeur. D'abord, je pense que tu as un petit commentaire, puis Oui. si tu pourras glisser vers ta question également, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais essayer de combiner tout ça. En fait, juste apporter une précision, parce que moi, j'ai comme la vision d'ensemble des salons en étant à la QSL.
Et puis, il y a vraiment une disparité qu'on a observée en ce qui a trop d'initiatives virtuelles dans différentes régions. Moi, j'ai vraiment des salons au printemps dernier en région qui ont des relations très, très proches avec des libraires puis qui m'ont dit qu'il y avait eu des relations directes entre les auteurs et les livres qui étaient programmés et les ventes, et puis que c'est quelque chose qui s'est dit. Peut-être que c'est pas si chiffré que ça, puis que c'est difficile d'en faire la démonstration, mais du bouche à oreille, il y a des libraires qui ont appelé des directeurs, directrices de salon pour dire « Hey, tel livre, j'en ai manqué, j'ai été obligé d'en recommander. » C'est là qu'on voit à quel point la situation est très différente d'un salon à l'autre. Puis comme tu disais, Nadine, je pense au début, que c'est difficile de parler des salons comme d'une seule entité parce que chacun a vraiment sa place dans chacune des régions. J'ai le goût de faire une mini-parenthèse. Quand vous parlez d'étendre dans le temps, j'entends que c'est très intéressant pour les auteurs et pour... en fait, les salons ont vécu ça aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger à partir du moment où des programmations, des auteurs ont des activités qui sont disponibles sur un mois? Bon, les salons ont lieu à toutes 2 semaines, 1 mois d'intervalle, que les activités s'empiètent, qu'il y ait une sorte de concurrence entre les événements ou des auteurs, par exemple, que comme leur activité, supposons, est disponible 1 mois de temps, la pertinence d'aller dans un autre salon aussi soit moins là. Puis peut-être qu'avant d'aborder la question, là, je m'excuse, Félix, moi aussi, des fois, j'improvise, mais j'aurais peut-être envie de rebondir là-dessus sur la question du chevauchement des événements, du chevauchement, du dédoublement possible des programmations puis des animations. Oui, ça peut être un défi, effectivement, mais je pense que justement, le fait de se regrouper tous ensemble et de penser une programmation réfléchie, je pense que ça peut être une très, très bonne solution. Et tant mieux si ça peut bénéficier tout le monde en plus pour l'élaboration de ces programmations-là. Effectivement, ça serait parfait. Mais moi, je ne pense pas qu'un mois, c'est un peu beaucoup. Moi, j'apprécie que cette semaine, on est 1 semaine avant. Ça a vraiment créé un effet de... Les gens étaient excités, sentaient que ça revenait et que de rencontrer les gens, moi, c'est vraiment c'est ça, c'est la rencontre. Les dédicaces en librairie, ça ne fonctionnait plus. Nous, on faisait des dédicaces avec des gens. Il y avait 4-5 personnes souvent qui se déplaçaient. Là, maintenant, les gens, sont impatients de rencontrer les auteurs. Et donc, je pense que c'est important, c'est le fun, en fait, d'avoir un pré-salon pour préparer tout ça. Oui, on a parlé beaucoup de la rencontre entre les auteurs et les visiteurs, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a une rencontre entre les visiteurs et le livre aussi. Dans des journées scolaires, il y a des jeunes qui viennent, c'est la première fois de leur vie qu'ils voient autant de livres dans un espace. Et ça, c'est très, très, très important. C'est marquant pour eux. Merci. Marie-Ève, il nous reste très peu de temps, oui. Donc je pense que ta question est vraiment importante parce qu'on n'arrête pas parlé de rencontres depuis le début, puis c'est le thème du salon, alors... Oui, voilà. Ben, ma vraie question, là, si j'arrête d'improviser, c'était justement, bon, on parle de rencontres entre le lecteur, le livre, le public, mais les salons du livre aussi, on le vit présentement, c'est vraiment l'occasion que toute la chaîne du livre se rencontre. Les auteurs se rencontrent entre eux, rencontrent des éditeurs, les éditeurs voient leurs distributeurs, côtoient d'autres éditeurs. Il y a des activités comme celle-là qui s'organisent. Il y a des bibliothèques qui viennent ou d'autres acteurs impliqués dans différents événements littéraires dans les régions. Ça serait quoi le rôle des salons en ce qui a trait à tout ce qui est professionnel? Est-ce que c'est au salon d'organiser des rencontres? Est-ce qu'il y a de la place à mettre de la formation? Est-ce que c'est à la QSL de discuter avec les autres acteurs des associations de la chaîne du livre pour voir quels besoins on pourrait combler avec justement ce momentum-là des salons? J'ai envie de vous entendre là-dessus. Donc, tout l'aspect rencontre interprofessionnelle des salons. Mais oui, je l'ai évoqué au début de la rencontre. En effet, pour moi, c'est un moment extrêmement important. Puis, il y a les rencontres fortuites. C'est la journée des professionnels. Moi, je vais être sur mon stand. Il y a peut-être des bibliothécaires qui vont venir me voir, mais c'est très aléatoire. Si le salon structure ces rencontres-là en permettant aux éditeurs de rencontrer les bibliothécaires, d'avoir, je ne sais pas, un moment où on présente notre fonds. Je sais que le Salon du livre de Trois-Rivières, pendant un moment, l'avait fait. Je trouvais ça très, très bien. Donc, oui, pour moi, le salon peut avoir un rôle pour structurer tout ça.
Après, je voulais répondre aussi à ta question sur le chevauchement. D'après moi, il y a assez de diversité éditoriale au Québec pour qu'on soit capable d'avoir des programmations riches, diverses entre les salons et que le chevauchement se fasse entre plein d'auteurs. Donc, plus on aura de temps, plus on aura de richesse éditoriale à montrer, de bibliodiversité. Je pense qu'on est tous gagnants. Fait que je ne pense pas qu'il faut voir la possibilité de l'hybride qui s'étend dans le temps comme une crainte. Faut se planifier, faut s'organiser. Je suis bien d'accord. Mais on a assez de livres et de bons auteurs au Québec pour remplir les programmations des 9 salons du livre en région. Oui, puis il y a les personnalités des salons aussi. Hein. C'est pour ça que je parlais, il n'y a pas les salons, il y a des salons, puis il y a des personnalités. Chacun des salons a des personnalités. Puis ce chevauchement-là, s'il arrive, mais que chaque salon a suffisamment de personnalités fortes, ça va devenir complémentaire. Donc, il n'y aura pas de chevauchement, ça va juste être de la continuité pour parler de la lecture et du livre sous plusieurs facettes. Donc, il y a cette façon-là aussi de le voir. Puis pour ce qui est des professionnels et tout ça, je pense que de travailler avec... On a des belles associations, que ce soit l'ANEL, l'ADELF, l'UNEC, etc. Je pense qu'il faut permettre, puis que peut-être que ça se planifie sur l'entièreté des salons pour justement que toutes ces associations-là et tous ces gens-là se rencontrent à différents moments de l'année. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, chaque association aurait son rôle à jouer dans un salon pour organiser, par exemple, une activité de rencontre avec ses membres? Possiblement. Les libraires à Trois-Rivières, Oui, tout à fait, que ça soit une association, mais de travailler en collectivité, on le fait déjà beaucoup, mais effectivement, les différents salons du livre peuvent être un lieu où, en plus, l'industrie va vraiment dans chacune des régions et se rencontrer dans chacune des régions. Donc, il y a un travail certainement à faire là-dessus. Moi, je pense qu'il faut profiter justement de ce moment-là en tant que tout membre de ce chaînon-là, de se rencontrer, de discuter, mais aussi pas juste de parler, de prendre des décisions, de réfléchir ensemble. Je pense que le moment est là, le momentum est là, tout le monde est là, tout le monde fête. On est là pour s'amuser, pour avoir du fun, pour présenter le livre, Puis je pense que ces moments-là, on doit en profiter justement, on est tous là. Moi, j'aime venir au salon aussi en tant que lecteur, parce que j'aime aller voir les éditeurs, parce qu'on n'a pas le temps, même en tant que libraire, là, je ne vois pas tous les programmes de tout le monde. Il y a trop de livres, donc là, je vais voir, là, je veux découvrir des nouvelles maisons d'édition qui viennent d'arriver, connaître leur... Donc, c'est important, et là, je pense que les salons, en fait, doivent servir à ça, aux gens de chacune des régions de se rencontrer, parler, discuter et voir où est-ce qu'on peut aller dans le futur. Puis, pour rebondir encore sur l'enjeu de l'interprofessionnel, je pense que pour la suite là, de ce qu'on a inventé en mode hybride et des rencontres interprofessionnelles, on doit être guidé par 2 grands principes. C'est la transparence et l'écoute. C'est la transparence sur ce que les salons veulent construire, puis être à l'écoute des limites ou des difficultés ou des besoins des éditeurs, des distributeurs, etc. Puis ces 2 piliers, là, je pense, pour qu'on ait des formules gagnantes pour la suite. Merci. D'autres personnes qui veulent réagir sur la question? Bien, c'est une occasion de décloisonnement, les salons, parce que, bon, chacun travaille dans son milieu. Les auteurs, on est souvent isolés dans notre bureau en train de travailler, à se casser la tête. Donc, seul, on a une relation avec souvent notre éditeur, une personne dans la maison d'édition. Donc, autant ça nous permet de rencontrer nos collègues que de croiser des éditeurs ou d'autres éditeurs, d'échanger des idées, de créer des liens. Billy, je l'ai croisé en salon. On ne se connaissait pas avant, puis j'avais entendu son nom, je l'ai vu, on s'est mis à jaser, puis ça permet d'avoir le pouls d'un milieu. En partant, je travaille à Verdun, je suis à l'Épiphanie. Je ne vais pas magasiner dans sa librairie, sauf quand je vais voir un de mes amis qui est à un coin de rue de chez lui. On en profite, mais ça me permet d'avoir l'information sur un milieu qui n'est pas le mien, de parler avec les éditeurs, d'avoir l'écho d'une autre maison. Lancer des idées, bien sûr, qui 99% du temps n'aboutissent pas, mais c'est pas grave parce que ça fait tourner la roue. On réfléchit à ce qu'on fait, à ce que les autres font, puis à comment ça va transformer notre propre pratique. Bien, comme aujourd'hui, d'avoir cette rencontre-là, il y a plein de points de vue et d'idées. L'association, j'ai jamais travaillé chez un distributeur-diffuseur. J'en ai fait de la représentation, mais
Je ne connais pas tous les rouages internes, celles de l'association. Donc là, on a de l'information, on a du feedback, on connaît mieux notre propre milieu. Donc, c'est essentiel. Puis que ce soit des rencontres qui sont informelles ou en une activité de formation auprès des gens pour qu'on puisse échanger puis donc augmenter nos connaissances. Bien, ce que tu nommes, c'est vraiment beaucoup ressorti des consultations qu'on a faites. Donc, cette rencontre-là, on nous a parlé de livres qui étaient nés, de projets de livres qui étaient nés pendant les salons, etc. Donc, effectivement, la rencontre, clairement, qui est d'ailleurs le thème aujourd'hui, mais puis ça sera de voir pour la suite, hein, une petite ouverture à la suite, quel rôle prennent chacun des acteurs dans cette rencontre-là, quel rôle prend l'AQSL, quel rôle prennent les salons individuellement, et puis, bon, vous-même en tant qu'acteur de la chaîne du livre. Donc, il nous reste 9 minutes. Puis pour ces 9 minutes-là, j'aimerais bien qu'on prenne une question de la salle. Donc, il y a 2 micros de disposés là. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient venir poser une question? Oui, on a quelqu'un qui lève la main au bout là-bas. Ah, Gilles. Donc, on va avoir un petit silence un peu malaisant le temps que... Gilles Herman de Septentrion arrive au micro. Ah, merci. Merci. Wow! Alors, on vous écoute en studio. Il n'y a pas de souci. Oui, Gilles Herman des éditions du Septentrion. Je voudrais simplement vous questionner ou qu'on se questionne sur la responsabilité des pouvoirs publics puis des médias. Dans tout ce qu'on a parlé, je comprends, on a quand même un petit peu parlé de la question des coûts associés au salon. On a beaucoup parlé de grandes idées très nobles qui sont la promotion de la lecture, la promotion de la littératie, etc. On se substitue des fois un petit peu au pouvoir public là-dedans. Et puis aussi, ça se fait quand même beaucoup sur le dos des travailleuses, travailleurs du secteur du livre. Pierre-Yves a parlé des auteurs qui ne sont pas toujours soutenus dans leurs déplacements. Il y a des bénévoles partout. On ne se cachera pas que c'est quand même pas très rentable les salons de façon générale. On aimerait bien ça, pouvoir aller à la Côte-Nord, mais c'est loin, la Côte-Nord. Un billet d'avion, c'est cher. Donc, je trouve que... Puis, c'est pas toujours sexy de soutenir ces événements-là pour des pouvoirs publics. On nous demande tout le temps de nous réinventer, de nous renouveler, mais des fois, il faut simplement mieux soutenir ce qui existe déjà et mieux le financer. J'aurais envie de dire peut-être financer un peu moins de Grands Prix de Formule 1 et un peu plus de salons de livres. Ce serait déjà un bon début si on veut être cohérent dans des objectifs de développement durable, par exemple. Puis la responsabilité des médias aussi, parce que on a produit en pandémie tout le monde, salon du livre, éditeurs, librairies, etc., beaucoup de contenu en ligne qui effectivement reste disponible en ligne. Je pense qu'on s'est professionnalisé aussi dans la production de ce contenu en ligne. Mais on n'en fait pas grand-chose de ce contenu en ligne-là, on ne se le cachera pas. Là, puis, au-delà des chevauchements, etc., c'est se poser la question, comment est-ce qu'on fait la promotion de ces contenus-là pour vraiment que ça se rende, oui, dans les classes, que ça se rende dans les collèges, aux universités, mais que ça se rende auprès du grand public? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire des partenariats avec nos diffuseurs pour justement faire des enregistrements, qu'après ça soit repassé un petit spot à la télévision, ou peu importe, là, créer d'autres émissions littéraires, etc. Donc, se questionner sur la question de cette diffusion. Je ne sais pas si vous avez des réflexions là-dessus, mais comment mieux embarquer nos médias nationaux et locaux aussi, parce que quand on est en région, c'est ça, on est très dépendant des médias locaux, évidemment, qui font souvent une plus grande différence que les grands médias nationaux. Puis là aussi, évidemment, ça vient avec des coûts associés à tout ça, qui sont pour les éditeurs et les gens du secteur du livre quand même des coûts important. Là, le numérique, on ne se le cachera pas, là, ça coûte cher. Puis souvent, c'est de l'argent qui sort de notre secteur. Et ça, c'est des fois un petit peu fatigant de tout le temps voir passer ces grosses sommes-là qui finalement nous passent à travers nous autres, là, mais finissent pas dans les poches du secteur du livre. Merci. Alors, si je peux répondre, la partie des médias par rapport au salon, mais par rapport au livre, c'est que les médias sont présents. De toute façon, à Québec, le Salon du livre, quand ça arrive, ils sont tous présents, ils en parlent, il y a des entrevues avec les auteurs, etc., etc. Mais le point qui est touché là, c'est la partie qui est intéressante, c'est le virtuel par rapport aux médias traditionnels. Et là, le virtuel, s'ajoutant à ça, avec la multiplication des postes de télé, à un moment donné, tu
tu as une explosion de contenu. Puis à un moment donné, c'est tellement explosé que ça ne sert plus à rien. Tu sais, tu te ramasses avec des micros auditoires de 2 personnes, finalement. Et comment on peut ramener ça, à un moment donné, à quelque chose de plus consistant en termes d'auditoire? C'est peut-être une belle discussion, je dirais, à ouvrir, peut-être même avec Radio-Canada. Moi, j'ai fait des pitchs sur des trucs littéraires déjà avec... j'ai ouvert avec TV5, avec d'autres, puis ça ne rentre pas dans les programmations. Quand il y en a un, c'est suffisant. Ils ne rouvrent pas tellement. On a besoin d'être innovant, là, peut-être dans la présentation, mais il reste que, je pense que, puis j'en parlais avec Olivier, est-ce que les salons, ensemble, ne pourraient pas éventuellement faire un pitch à un producteur télé qui ferait quelque chose qui s'en irait directement sur une télé généraliste ou quelque chose de plus large, qui irait aussi sur le web, mais qu'on fasse quelque chose de consistant, mais qui réponde vraiment aux besoins, autant des salons que de l'industrie avec qui on fait affaire. Et donc, de faire quelque chose de... Moi, je pense que ce serait un beau truc, puis surtout un pitch intéressant à faire au milieu de la télé généraliste, que ce soit Télé-Québec ou Radio-Canada. Bref, il y a quelque chose d'intéressant. Puis moi, ce que je trouve plate, c'est qu'il y a des choses intéressantes à faire par rapport aux livres, la littérature, et la façon de le présenter pour que ce soit extrêmement intéressant pour l'auditeur. Puis ça, là-dessus, il y a quelque chose à faire, je suis certain de ça. Donc, un enjeu de mutualisation de ressources, mais aussi un enjeu de concertation. Donc, la balle dans le bon de la QSL. Peut-être pour ajouter, moi, je seconde tout ce qu'a dit Gilles, vraiment. Il a tout à fait raison. Ça fait très longtemps que le programme de soutien aux éditeurs de la SODEC est resté le même. Donc, il est sans doute temps que les fonds que la SODEC a reçus de plus soient aussi dirigés pour soutenir les éditeurs à aller vers les salons, pas seulement la SODEC, il y a d'autres bailleurs de fonds. Le calque aussi, pour soutenir les auteurs, on a besoin de plus d'argent pour les auteurs. C'est clair qu'on a besoin que le livre soit valorisé, que ce soit pas tout le temps des nouveaux projets numériques, puis qu'on soutienne ce qui marche déjà, ce qui existe déjà. L'innovation pour l'innovation, là, je veux dire, moi aussi, je suis un peu tannée. Mais je vais laisser la parole à Arnaud. Qui attend. Une question? Oui, oui. Arnaud Foulon, groupe HMH. Il nous reste 2 minutes 30, par contre. Je vais faire ça vite. Président de l'ANEL également. La plupart d'entre vous me connaissez. Il y a une chose que l'on a dit, c'est que la pandémie, ce que ça a amené en premier, c'est une érosion du réseau de contacts. Ça fait 2 ans qu'on vit en pandémie. Ceux qui avaient beaucoup de contacts avant les ont peut-être gardés, mais ça a été difficile de faire des nouveaux contacts, des nouveaux auteurs, des nouveaux éditeurs, des nouveaux... Et ça, vous l'avez dit, Pierre-Yves l'a bien expliqué, un salon, c'est un lieu de rencontre avec plein de gens. Ça, il faut garder ça. C'est un lieu de découvrabilité. Après ça, moi, j'ai toujours vanté que les salons doivent sortir des murs, doivent organiser des promotions riches et diversifiées. Mais c'est ça aussi le challenge des salons du livre. Le challenge de la programmation que vous allez organiser va faire en sorte que les gens vont venir ou pas. Parce que le coût qui est à ça, au niveau de la découvrabilité, jamais, moi, je vais reprocher à un éditeur d'investir 50 000 dans son site. Peut-être que cette année-là, il y a moins d'argent pour les salons du livre. C'est un choix qu'il fait. Il faut respecter les choix de chacune des structures parce qu'elles ne sont pas les mêmes. Il faut arrêter de vouloir avoir des modèles uniques. Il faut proposer une variété et chacun va être capable d'aller y chercher son compte pour aller chercher la découvrabilité et mettre son auteur de l'avant. Ça, je pense que c'est important. Donc, c'est pas vrai qu'une tournée d'auteurs dans une région doit être la même que dans une autre. C'est pas ce qu'on dit. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'on sorte. On ne peut pas se limiter à 4 jours. Ça ne suffit pas pour faire vivre la culture. On n'a pas beaucoup parlé de culture, là, mais la culture, c'est ça. C'est ce qui nous tient tous ensemble. Et juste un commentaire, parce qu'il y a quelqu'un qui en a parlé un petit peu plus tôt. Il y a une chose sur laquelle je ne souscris pas, c'est que quand un auteur va dans un salon du livre, il faut que ses frais soient défrayés par l'éditeur ou le salon du livre. Tout à fait. Pas l'auteur des pays. Merci. Bien d'accord. C'est d'ailleurs sorti très fort dans les consultations, effectivement. Puis je pense qu'il y avait quand même une belle solidarité, tant au niveau des salons par rapport à ça, puis des éditeurs. Tout le monde veut ça, en fait. Tout le monde veut la même chose. Après ça, c'est de voir, comment on s'arrange pour que ça ait lieu. Et ça sera la suite. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Il nous reste à peu près 1 minute là, pour répondre à cette question-là avant de clore notre panel, notre activité. Bien, je vais peut-être fermer la boucle. Premièrement, je tiens à remercier toutes les personnes ici présentes parce que c'est la discussion qu'on vient d'avoir nous permet de prolonger un petit peu le processus de consultation qu'on a amorcé, qui n'est pas terminé. J'entends les mots écoute et transparence, et sachez que la QSL souhaite vraiment aller dans cette direction-là pour le partage des résultats. C'est quelque chose qui va venir plus tard. Ça va vous permettre d'avoir un miroir non seulement de ce que vous avez dit, parce qu'il faut savoir que pendant la consultation, chacun était regroupé
en secteur, mais de voir les uns les autres. Et puis, le dialogue va se poursuivre. Là, je vois le 5 secondes. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour cet apport à cette activité. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va clore l'activité maintenant, donc en espérant que ce soit le début d'une discussion qui se poursuive. Vous avez vu finalement la proposition de valeur des salons. Donc, les salons existent effectivement à l'intersection de ces 3 grands piliers-là. Donc, pas de salon sans commercialisation, sans promotion du livre et de la lecture et sans rencontre. Alors, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Donc, M. Daniel Gélina, Mme Nadine Perrault, Mme Élodie Comtois, M. Pierre-Yves Villeneuve, M. Billy Robinson, et M. Robin Doucet et Mme Marie-Ève Franqueur. Je vous remercie énormément. Alors, restez des notes sur Zoom pour la suite, le visionnement de la vidéo du prix Fleury Méplet 2021. Merci beaucoup tout le monde.